Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Echo FM. Bonsoir Juliette. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Hiro. Vous êtes la deuxième personne, le deuxième candidat à passer dans Questions de citoyens et on vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonsoir Juliette. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Hiro. Alors première question Juliette, puisque on n'attend pas, on a 45 minutes et donc on y va. Première question, Monsieur Hiro, que proposez-vous de concret pour l'emploi sur Fourmi? Alors comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, il existe des dispositifs nationaux. Il existait auparavant les zones franches pour aider les zones sinistrées, avec des allègements fiscaux et sociaux. Fourmi n'a jamais fait la démarche pour en obtenir une. Actuellement, c'est une nouvelle politique de la ville qui est mise en place et qui va être finalisée par le gouvernement, avec l'instauration de quartiers prioritaires. Ces quartiers prioritaires bénéficieront aussi d'allègements fiscaux et sociaux, permettant ensuite de pouvoir attirer des entreprises. Mais bon, c'est pas tout. C'est pas le tout d'avoir des beaux dispositifs. Il faut aussi les faire connaître. Donc, il faut aussi faire changer l'image de la ville de Fourmi. Si on veut que les investisseurs viennent, il faut que l'image de Fourmi change. Voilà. Est-ce qu'un maire a les moyens, je veux dire, d'aller contacter une entreprise, quelle qu'elle soit, pour la faire venir sur son territoire? Vous pouvez démarcher. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Tout à fait. Ok, et donc là, à partir de ce moment-là, on présente une carte de visite en disant voilà, bienvenue chez nous avec allègement de charges sociales, etc. Tout à fait, voilà, et on développe les atouts. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ça paraît simple. Justement, je me pose la question. On pouvait militer pour avoir une zone franche. C'est décrété par l'État, on pouvait le faire, on pouvait le demander. On a tous les critères. Il y a un taux de chômage énorme, des niveaux de salaire, des niveaux de revenus par foyer qui sont quand même modestes. On y avait droit. Jean-Luc Perrin n'a pas fait la demande? Il l'a pas fait, il l'avait marqué dans le journal, je crois, il y a à peu près 6-8 mois, justement, qu'il fallait une zone franche, mais il fallait peut-être le demander avant aussi. D'accord, donc là, c'est vraiment la priorité des priorités. C'est la priorité. Alors, on a une zone franche, on a des charges sociales qui sont à la baisse, et après, on fait quoi? On a un enclavement aussi, je veux dire, il n'y a pas que ça, quoi. Oui, alors c'est sûr qu'il faut militer aussi pour la RN2 en 2x2 voies, ça c'est un projet qui date depuis 40 ans. Vous y croyez encore? Je ne désespère pas, je pense qu'avec de la volonté on y arrive toujours de toute façon. Mais bon, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de cohésion, de volonté politique de toute façon, sinon on l'aurait eu depuis 40 ans. Faut pas exagérer. Donc moi je mobiliserai quand même les élus locaux pour essayer d'interpeller déjà Rémi Pauvros dans ce domaine. Mais le désenclavement ne se fait pas seulement que par Maubeuge. On peut voir aussi par notre position le désenclavement par la Belgique. Faut pas l'oublier. Et là, on pourrait peut-être voir pour le contrat Interreg 4. Donc tout est quand même exploité. C'est pas seulement Maubeuge. On peut voir aussi vers la Belgique pour les enclavements. D'accord. Je pense que Alain Berthaud nous disait que, globalement au niveau local, il y avait eu des demandes. Ce qui bloquait, c'était l'État au niveau de la RN2. Oui, j'en ai entendu parler ça. Mais je pense que Rémi Pauvros, qui est député, peut quand même intervenir. Donc il faut le mobiliser. Ok. D'accord, très bien. Alors maintenant, on a l'interpellation d'un auditeur. Donc vous parlez du chômage sur Fourmi, Monsieur Hiro, comme partout. Mais vous qui êtes dirigeant de la société de Ouest qui était à Hirson auparavant, avec plus de 30 salariés, en 2007 au mandat de Martine Roux, vous êtes venu vous installer sur Fourmi avec une prime d'installation pour créer de l'emploi, mais au bout du compte, rien. Bon, je vais bien vous expliquer. Et je peux même vous apporter les preuves, ou je peux même les tenir à disposition de tout le monde à la société. Quand nous avons quitté Hirson suite à une expropriation pour un projet de pénétrante, nous étions 12 salariés. Quand nous sommes arrivés à Fourmi, il y avait 3 salariés qui n'ont pas souhaité suivre. Et nous avons réembauché 3 personnes, 2 Fourmisiens et une personne de Ramouzy. Donc nous avons toujours été 12. Et nous avons donc créé 3 emplois, automatiquement, sur Fourmi. Concernant les subventions, on nous reproche manifestement d'avoir touché une subvention de 70 000 € pour un projet d'1 320 000 €. Il faut savoir que quand on avait eu le projet de s'installer à Fourmi, on nous avait proposé un terrain sur la route d'Anor, juste à côté de Métronique, là où il y a actuellement un paintball. Voilà. On a dû faire des études de sol. Ces études de sol nous ont coûté 40 000 € pour un terrain qui ne nous a pas été attribué. Donc les 70 000 €, vous déduisez les 40 000 € de frais perdus, c'est 30 000 € de subventions seulement que nous avons touché. Voilà. Et nous avons quand même créé 3 emplois. Et depuis que nous sommes à Fourmi, nous avons quand même versé 560 000 € de taxes diverses. Alors là, franchement, nous reprocher, c'est quand même un peu fort. D'accord.
Et globalement, on n'embauche pas à l'entreprise de Way en ce moment. Pourquoi? Parce que le marché du travail il est tendu. Ah bah dans notre domaine d'activité, oui, ça fait à peu près un an et demi que les volumes qui sont traités sont quand même en forte baisse. Il y a d'une part les volumes et aussi la concurrence. Il y a eu beaucoup de concurrents qui sont installés, donc on a le camembert si on veut qui s'est réduit et on est quand même plus nombreux à manger dessus. Donc automatiquement, pour l'instant, non, il n'y a pas d'embauche de prévu. Bah, si, il y en aura au deuxième semestre, puisque nous sommes passés aux 35 heures là, il y en aura au deuxième semestre. Voilà. D'accord. L'idée, c'était en fait de vous dire, voilà, on passe entre guillemets en zone prioritaire, en zone franche. Est-ce que, voilà, vous qui êtes chef d'entreprise, on passe avec des charges allégées, est-ce que vous embaucheriez? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'activité qui n'embauche pas, ou est-ce que c'est, entre guillemets, les charges sociales qui sont trop lourdes? Ah, non, vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas de travail, vous n'allez pas embaucher, même si les charges sont allégées, c'est bien évidemment. Non. Par contre, ça peut aider à faire venir les entreprises. Mais ça peut aider aussi celles qui ont un peu de travail, mais qui n'osent pas embaucher à cause des charges. Là, par contre, oui. D'accord. Alors, on a un autre auditeur qui déclare habitant Fourmi, travaillant sur Valenciennes depuis 2007, ayant travaillé sur l'île de 2004 à 2007, père de 2 enfants de 3 ans et 6 ans. Je souhaiterais savoir, Monsieur Hérault, comment allez-vous organiser la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014? Envisagez-vous une possibilité d'accueil des enfants jusqu'à 19h, voire 19h30? Justement, j'y ai pensé. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par la municipalité actuelle qui va démarrer donc en la rentrée 2014. Nous, une fois que nous serons élus, on va reprendre les négociations avec les parents d'élèves et les enseignants, mais surtout voir le bien de l'enfant. C'est ce qui est en priorité. Voilà. Et pourquoi pas aller jusqu'à 19h, c'est fort possible. Mais ça, on ne pourra le voir qu'une fois élu et quand on aura le corps enseignant et les parents d'élèves. D'accord, très bien, merci. Alors ensuite, une autre question, donc toujours des auditeurs. Vous parlez des emplois d'avenir que vous souhaitez généraliser à tous les jeunes. Comment allez-vous procéder puisque c'est l'État qui gère ces contrats et qu'ils sont bien spécifiques aux 16-25 ans sans diplôme, sachant qu'il y a de moins en moins de dérogations? Là, je reviens encore aux quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires nous donneront aussi accès aux emplois d'avenir pour les personnes diplômées. On aura automatiquement des dérogations par ces quartiers prioritaires. C'est pour ça. Et là, globalement, l'auditeur nous dit... Il n'y a plus de dérogation. On fait comment quand il n'y a plus de dérogation? Oui, c'est les quartiers prioritaires qui vont nous amener ces avantages-là. D'accord. C'est ça. Si on est déclaré entre guillemets. Voilà. Quartier prioritaire, nous aurons cette possibilité. Voilà. Mais tout ça reste à déterminer. Le gouvernement est en train de finaliser de toute façon. Que pensez-vous de la position de Alain Berthaud de ne pas justement avoir pris d'emploi d'avenir? Je ne suis pas d'accord, moi. Franchement, non. Il ne prend pas de contrat d'avenir puisqu'il parle du principe qu'il y a une différence, une discrimination entre les diplômés et les non-diplômés. C'est pas une raison. Je suis désolé. Il y a aussi globalement, on peut écouter ce message, c'est-à-dire que il y a un côté effectivement méritant, des gens qui effectivement sortent avec un diplôme, qui eux, pour le coup, trouvent pas forcément de travail, et des gens qui, pour reprendre ses propos, qui n'ont rien fait, eux vont avoir entre guillemets une facilité à l'emploi. Oui, mais là, pour les personnes diplômées, il fallait que le maire s'arrange pour avoir une zone franche, avoir du travail. C'est quand même pas compliqué. Il fallait qu'il milite. Il y aurait eu du travail pour les personnes diplômées. Ok. D'accord, merci. Alors, ensuite, une autre question encore d'un auditeur. Monsieur Hérault, vous dites que vous allez faire venir des usines pour l'emploi des jeunes à Fourmi. Dites-moi comment vous allez faire, car même le président n'arrive pas à garder des usines en France comme ils partent tous à l'étranger. Je reviens toujours à mes quartiers prioritaires. C'est ça, en fait. C'est par les allègements fiscaux et sociaux qu'on pourra les attirer. Voilà. C'est juste ça, en fait. Ensuite, il y a quand même la position de Fourmi, qui est quand même pas si mal. On peut voir, je dis, comme le désenclavement, il faut voir aussi par la Belgique. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose, il faut arrêter de baisser les bras sans arrêt. Et si on n'est pas, globalement, si on n'a pas ce, on va dire label, parce que c'est pas un label, mais si on n'est pas, entre guillemets, éligible au quartier prioritaire, tout tombe à l'eau? Non. De toute façon, je suis persuadé, nous le serons. Vous savez, depuis plusieurs mois, je me rends quand même au ministère délégué à la ville. Je ne reste pas à Fourmi à attendre. Moi, je me déplace partout, vous voyez, je suis même pas encore élu, que je me déplace déjà. Donc vous voyez, j'ai quand même les critères, tout, je continuerai à militer, je l'obtiendrai. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on sait, voilà, c'est sûr. Je vais me battre. D'accord. Vous savez, les gens qui me connaissent, ils nous ont connus à Hirson, on a quand même, tout le monde peut nous reconnaître que nous sommes des battants. Ça, sincèrement, on n'a jamais baissé les bras dans aucun domaine. Et je ne baisserai pas les bras là, croyez-moi. Très bien. Alors une dernière question. Monsieur Hérault, une qualité de vie meilleure pour les Fourmisiens. Comment comptez-vous justement donner du pouvoir d'achat aux Fourmisiens, aux Fourmisiennes pour qu'ils puissent faire marcher les commerçants? Le pouvoir d'achat déjà, si on baissait un petit peu les taxes,
comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses reprises, les taux de taxes d'habitation et de foncier bâti et non bâti ont encore augmenté en 2013. Alors bien évidemment, le maire ensuite nous dit qu'il fait des excédents de 2,2 millions, 2,3 millions. Mais je rappelle qu'on ne gère pas une ville à l'excédent, mais on le gère à l'équilibre. Est-ce qu'on peut également rappeler que la plus forte augmentation a été placée sous l'ère Martine Roux? Oui, mais à l'époque, c'est parce qu'il y avait eu la TPU, la mise en place de la TPU, la taxe professionnelle unifiée. Et donc, il fallait aligner les taux de toutes les communes. Et si vous regardez les communes environnantes, elles ont toutes aussi augmenté leurs taux. C'était un alignement des taux, de toute façon. C'est pas Martine Roux qui a voulu l'augmentation des taux. Non, c'était comme ça. Il fallait aligner les taux. Et là, moi, je propose de baisser la fiscalité. Parce qu'on peut largement le faire. De combien? Enfin, je veux dire, voilà, est-ce que... Ce sera déterminé dans les premiers 6 mois. Parce que, comme j'ai expliqué, on allait faire un état des lieux aussi des voiries. Il y a de nombreux travaux à faire. Donc, on va établir un plan pluriannuel de rénovation. On fera le calcul de tout ce que ça va coûter. Et ensuite, on pourra proposer une baisse des taux. Mais d'ores et déjà, on annonce une baisse des taux d'imposition. Quand on baisse globalement les recettes, on a 2 leviers. Soit on baisse les dépenses, soit on va chercher de nouvelles recettes. C'est quoi le levier, vous? Les deux. Moi, j'irai chercher de toute façon des subventions. Mais je pense qu'on peut aussi baisser les taux. Un des candidats propose de ne pas toucher d'indemnité pendant 3 ans. Est-ce que vous seriez prêt pour, entre guillemets... Déjà, je suis assez étonné. Pourquoi 3 ans et pas 6? Pourquoi? Je veux dire, à moitié... Je me suis posé un peu la question. Bon, déjà, normalement, les indemnités sont obligatoires. Et moi, je pars du principe, moi, je les baisserai. Elles seront au minimum. Mais moi, mes adjoints vont travailler à fond. Je leur demande, il y a un énorme travail à faire. Donc il y aura quand même un investissement personnel et financier de leur part très important. Donc je trouve normal qu'ils soient un peu quand même dédommagés. Mais au minimum. Ce sera au minimum. Là, je pense qu'on parle de la fonction et d'indemnité de maire. Tout à fait. Ah le maire, je prendrai le minimum. Tout à fait. Voilà. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me pose toujours la question, pourquoi 3 ans et pas 6 ans pour l'autre candidat? J'ai pas compris. Il faudra peut-être m'expliquer, mais bon. Je pense qu'on vous donne rendez-vous vendredi vers 18h et vous devriez avoir la réponse. Très bien. Exactement. Alors maintenant, Monsieur Hirault, Alain Berthaud a pointé du doigt votre manque d'expérience politique. Vous-même, vous dites ne pas être un professionnel de la politique. Alors justement, est-ce que les Faumisiens peuvent compter sur vous pour entreprendre, pour défendre les intérêts de la ville? Tout à fait. Déjà d'une, je m'entoure quand même de quelques personnes, dont Martine Roux, qui a quand même, quoi qu'on puisse en penser, a quand même dirigé la municipalité pendant 7 ans. C'est quand même des gens qui ont été compétents en matière de gestion de ville. Moi aussi, je m'intéresse, je vais régulièrement, comme je vous ai dit, dans les ministères. Donc moi, je me bouge. L'expérience, on arrive à l'acquérir. Faut arrêter. On n'est pas expérimenté du jour au lendemain. Mais il suffit d'avoir de la volonté et du courage. Et croyez-moi, je vais y arriver. Juste de la volonté et du courage? C'est déjà pas mal, non? C'est de la combativité. Oui, c'est bien. Mais est-ce que, globalement, il faut pas... Mais on parlait de Martine Roux. Je sais diriger une entreprise, donc je pense quand même pouvoir diriger quand même la mairie. Ça devrait. Je pense. Après, on verra. On parle de Martine Roux. Oui. Est-ce que, globalement, vous portez un bilan? En tout cas, vous êtes pointé du doigt sur le bilan de Martine Roux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes obligé un peu de défendre le bilan de Martine Roux. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, il critique bien le bilan de Martine Roux. Il est en train de se glorifier de tout ce qui se passe avec l'ANRU, les rénovations des quartiers. C'est quand même Martine Roux, avec Jean-Louis Borloo, qui l'a quand même initié. Le théâtre, la rénovation du théâtre, certes, c'est lui qui a cherché les financements, mais c'est Martine Roux qui a initié aussi la rénovation du théâtre. Donc il faut peut-être aussi quand même relativiser les choses. Et on critique toujours Martine Roux, il faut quand même savoir que c'est pas Martine Roux qui se présente là. C'est moi, Michaël Hirault. Bon. Vous regrettez parfois d'avoir Martine Roux à vos côtés? Non, du tout. Du tout. Car souvent, entre guillemets, les attaques sont portées sur Martine Roux. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément... quand on regarde un peu sur les différents... Il doit être amoureux en secret, c'est pas possible. Il ne parle que de Martine Roux, de toute façon. Alors franchement, oui, c'est vrai. Je pense qu'il est amoureux en secret. À ce point-là, oui. C'est pas possible autrement. C'est un scoop. D'accord. Alors justement, parlons de votre liste. Pouvez-vous nous dire qui sera votre premier adjoint et puis également au niveau de la communauté de communes, à qui pensez-vous? Est-ce que vous-même ou bien à quelqu'un de votre liste ou quelqu'un d'autre encore à la présidence de la communauté de communes? Alors, comme première adjointe, je pressens Arlette Allaire, qui est d'ailleurs numéro 2 sur la liste actuellement. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Arlette est une personne que vous devez connaître certainement puisqu'elle est secrétaire de direction
aux visseries de fourmis. Voilà. C'est quelqu'un de très compétent qui est d'ailleurs actuellement dans l'opposition. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très humaine. C'est ça vraiment. Quelqu'un qui est très humaine. D'ailleurs, elle s'occupera du social. Voilà. D'accord. Alors, l'intercommunalité. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui voyez-vous? Qui placeriez-vous? Et puis, on a quand même, cette intercommunalité a changé, elle a fusionné. Alors, les avenirs, les enjeux, le poids. Étant donné que les compétences principales, qui est d'ailleurs l'économie et l'emploi, sont des compétences de la communauté de communes sud-avesnois, étant donné aussi que la ville de Fourmi est le plus gros contributeur, j'estime que c'est le maire de Fourmi qui doit présider la communauté de communes. Voilà. Ça veut dire que Parce que c'est Fourmi qui doit impulser. Voilà. Vous vous positionnez? Voilà. Je pense qu'il est tout à fait normal que ce soit Fourmi qui soit la locomotive du territoire. Donc, pour moi, c'est la mairie de Fourmi et son représentant qui doivent présider. Donc, Michaël Hirault, candidat à la présidence de l'intercommunalité. Voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du soutien de Jean-Luc Perrat à Jean-Paul Lajeunesse? Franchement, pas grand-chose. Non. Les gens apprécieront. Si les Fourmisiens veulent que ce soit la mairie d'Anor qui impulse la communauté de communes, c'est tout. Moi, je reste persuadé que c'est Fourmi qui doit être la locomotive du territoire. Et pas Anor. Globalement, si vous êtes entre guillemets seul, vous arrivez, vous êtes un peu nouveau, on va dire, Oui. quand même sur l'échiquier politique du secteur. Quels sont les appuis que vous pourriez avoir pour éventuellement être élu président? Non, je ne sais Parce pas. que seul vous n'y arriverez pas. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, je rencontrerai les maires, je leur exposerai mon projet, je verrai. Il n'y a pas de souci. Okay. Et si jamais, je ne sais pas, on ne connaît pas le résultat des élections, si jamais c'était Jean-Luc Perrat qui présiderait, c'est tout. Je travaillerai avec Jean-Luc Perrat, bien évidemment, parce qu'il a des qualités que je reconnais. C'est tout. Mais je reste persuadé que pour moi, c'est Fourmi qui doit être la locomotive du territoire. Voilà. D'accord, ok. Et je pense que les Fourmisiens en sont conscients. C'est Fourmi. Que doit faire l'intercommunalité? Quel est le grand projet qu'elle doit porter? Elle peut aussi porter les projets des quartiers prioritaires, faut pas l'oublier. La municipalité peut les gérer, mais la communauté de communes aussi. Pas d'autres projets? Si, il y a aussi le complexe sportif, parce que la piscine, de toute façon, n'est plus vraiment aux normes, elle doit de toute façon être fermée. Alors ils ont le projet de créer une piscine, mais ça ne suffit pas, maintenant il faut quand même créer un complexe. Donc je pense, moi, mettre, pourquoi pas, une patinoire. Il faut être complémentaire aux autres complexes. Ça sert à rien de faire concurrence au complexe qui est à Hirson. Ce serait idiot. Autant faire quelque chose de complémentaire, attirer une nouvelle population qui va aussi consommer. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un cinéma. Je pense que Fourmi mérite, avec ses 13 000 habitants, un cinéma. Et qui pourrait bénéficier à tout le territoire. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment le faire porter par la communauté de communes. Je pense qu'il faudrait peut-être soutenir un projet privé. Voilà. Porté uniquement par la ville? Privé. Privé. Je suis pas sûr qu'il fasse. Non, je pense qu'il faut que ce soit quand même un projet privé. On peut le faciliter, mais je pense qu'il vaut mieux le confier à un privé. On termine cette première partie en parlant par exemple du théâtre, puisqu'apparemment on a un très très beau théâtre à Fourmi. Magnifique théâtre. Mais à chaque fois qu'on parle du théâtre, on dit on a une mauvaise programmation. La programmation, moi j'en suis pas enchanté, c'est sûr. Mais le gros problème, c'est la communication. C'est la communication. Il faut quand même intensifier la communication. Et le théâtre est au cœur de la ville. Il doit faire fonctionner la ville. Il doit rendre un dynamisme au centre-ville. Il a actuellement très peu de gens savent ce qui se passe. Regardez devant le théâtre, il y a quelques tout petits panneaux, on le voit à peine, ce qui se passe. Il y a vraiment un problème de communication. Alors en interne, je veux dire, il y a quand même une plaquette transfrontalière qui circule, qui est distribuée, une programmation qui est en relation avec la ville de Fourmi, Chimay, tout ça. J'ai l'impression quand même que les candidats, en tout cas toutes celles et tous ceux qu'on a croisés, oublient un peu quand même le travail qui a été réalisé par exemple la culture, la saison culturelle. Je ne dis pas que le travail, non. Je pense qu'il faut intensifier. Je ne dis pas que c'est mal fait. Il faut l'intensifier. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de budget? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Non. Il faut vraiment intensifier la communication. C'est ça. Parce que la saison culturelle était entre guillemets programmée dans le cadre d'Interreg, et pour l'instant les fonds européens manquent. Oui, c'est sûr. Mais moi, je reste persuadé que ce théâtre peut fonctionner. Il faut avoir un peu plus d'ambition et une meilleure communication. Alors là, par contre, ils ont mis le paquet. Là, ils ont mis des belles têtes d'affiche, Fourmi. Là, on voit que c'est les élections. On a mis le paquet. Une fois les élections passées, il n'y aura plus rien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que les Fourmisiens pourront apprécier au moins Emmanuel Moir et Julien Doré. Voilà. À moins que ce soit déprogrammé d'ici là, mais je ne sais pas. J'en sais rien. Je me pose sur des questions tout de même. Merci. Première partie terminée.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Question de citoyens. Notre invité ce soir, Michael Hiro. Michael Hiro, tout va bien? Parfait, impeccable. Parfait. On va continuer bien sûr et on a quitté tout à l'heure avec le théâtre et on va revenir un petit peu sur la redynamisation de la ville. Alors justement, Monsieur Hiro, comment comptez-vous redynamiser la ville et en particulier le centre-ville de Fourmies? Alors tout d'abord, il faut déjà renforcer les liens entre la fac, qui est l'union commerciale, et la municipalité. Et ce lien, il se renforcera aussi bien dans le domaine financier que de la communication. Il faut les aider aussi à faire des animations et aussi, comment expliquer ça, je pense qu'il faut absolument animer la ville dans toute saison. Il faut organiser des salons, des marchés, des forums. Tout ça, il faut le faire en concertation avec la fac. Et je pense aussi notamment à l'organisation du marché de Noël. Je pense qu'il faut absolument le remettre en centre-ville. Les commerçants d'ailleurs le réclament. Alors certes, certains n'étaient pas très contents, mais justement, s'il y a une bonne représentativité des commerçants au sein de la fac, je pense qu'on peut trouver et faire des compromis. Et trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde. Voilà. Globalement, enfin, le marché de Noël en centre-ville, apparemment, ça n'a pas l'air si facile que ça. Il y a des problèmes de sécurité aussi, il faut y penser. Mais je pense que c'est tout à fait possible. On peut aménager quelque chose et rendre la ville beaucoup plus festive. Ça peut être fait dans le cadre de 2 jours. Alors, est-ce que redynamiser un centre-ville, est-ce que redynamiser des commerces, c'est uniquement organiser des événements? Est-ce que, je veux dire, les commerçants, c'est pas non plus un manque de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est pas un manque de chiffre d'affaires? Est-ce que ce sont pas des charges sociales un peu trop lourdes? Mais ça c'est sûr, mais puisque je veux baisser les taux d'imposition aussi de taxes d'habitation, et là, notamment pour le foncier, pour ceux qui sont quand même propriétaires de leur magasin, ça va quand même baisser leurs charges. Voilà. Ensuite, si nous obtenons, parce que je m'y engage, les quartiers prioritaires, nous aurons de l'emploi, et donc il y aura plus de pouvoir d'achat. Faut y penser. C'est un tout, en fait. De toute façon, faut régler le problème par le travail. Faut déjà amener les quartiers prioritaires qui amèneront de l'emploi et du pouvoir d'achat. Et là, c'est sûr que les commerces vont mieux prospérer. Et on compte à développer une commerce. De toute façon. Mais je pense qu'il faut la développer de toute façon. Mais il faut qu'elle soit complémentaire au centre-ville. Il ne faut pas qu'il y ait la même gamme de produits. Mais il faut la développer de toute façon. Si on ne la développe pas, les consommateurs vont se déplacer chez Auchan à Louvroil ou à Hirson. Donc il faut la développer. C'est nécessaire. Mais il faut la rendre complémentaire au centre-ville et surtout pas concurrentielle. Voilà, il faut mettre des produits de gamme différentes. Est-ce qu'on peut, globalement, les enseignes qui arrivent généralement sont, de toute façon, viennent en concurrence des centres-villes? Si, on peut tout à fait. Tous les centres-villes ne meurent pas, et pourtant il y a des zones commerciales partout. Donc il faut arrêter. Non, on peut y arriver. Et modifier un petit peu la circulation dans Fourmies. Est-ce que c'est possible de faire le tour de la place verte? Est-ce qu'à un moment, on peut imaginer autrement, faire autrement? Écoutez, nous, la place verte, on veut la réaménager de toute façon. Mais la circulation autour, non, on n'a pas prévu de réaménager la circulation autour de la place verte. Ça vous embête pas de faire tout le tour Non, franchement, non. D'accord. Non. Juliette, ça vous embête un peu, vous? Ça m'embête. Moi aussi. Moi non. Franchement, quand on veut aller d'un côté, qu'on est arrivé de l'autre côté, il faut faire tout le tour de la place verte. Bon, l'hôtel de ville est sympa, mais... Mais on va réaménager la place verte, donc elle sera très belle, vous prendrez plaisir à faire le tour de la place verte, vous verrez. D'accord, ok. Alors, justement, on parle du commerce, notamment des opérations FISAC, donc on rappelle que ça concerne les fonds d'intervention pour les services, l'artisanat, le commerce. Alors vous comptez relancer ces opérations, est-ce que vraiment ça dépend de vous, ça? C'est la municipalité qui porte les projets dans le cadre du FISAC. Donc actuellement, on pouvait faire des projets individuels. Dorénavant, puisque à l'Assemblée nationale le 18 février dernier, ça va être des projets collectifs. Toujours porté par la municipalité, mais dans le cadre d'appel à projets. Donc la sélection va être plus compliquée. Mais je m'engage à porter les dossiers de toute façon. Et il faut savoir que dans le cadre de la loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les commerces vont devoir procéder à des aménagements. Mais c'est déjà d'actualité. Non, c'était reporté. Okay, du 1er janvier 2015, c'est reporté au 1er janvier 2018. Mais bon, de toute façon, il faudra les faire. C'est un report de 3 ans. Il faut savoir que ces aménagements peuvent bénéficier des fonds du FISAC. Donc, on fera des réunions avec les commerçants et on portera le projet de toute façon, de façon à ce qu'ils puissent obtenir l'aide du FISAC. Et il faut savoir que quand on demande l'aide du FISAC, il y a systématiquement un cofinancement de la part de la municipalité. C'est-à-dire que la municipalité prend en charge... Voilà. Et c'est le ratio, c'est quoi? Alors, la même chose, c'est un cofinancement. Si pour un projet qui coûte 15 000 euros, si vous demandez l'aide du FISAC à hauteur de 5 000 euros, la municipalité doit apporter elle aussi 5 000 euros. Voilà. D'accord.
Concrètement, cette accessibilité, est-ce que les commerçants vont pouvoir faire face à ça? Ben, c'est pour ça qu'il faut les aider. Parce que pour certains, ça va être très compliqué. Je vois dans les commerces centre-ville qui ont 2, 3, 4 marches. Ça va être très compliqué et ça va être très coûteux. Ça va être très coûteux. Ben, voilà. Et donc je pense qu'il faut les accompagner et les aider. Il ne faut pas les laisser. Bon, même si on comprend tout à fait ce besoin d'accessibilité, Oui. C'est normal, mais je veux dire, c'est vraiment un coût. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser les commerçants tout seuls. Moi, je les vois, je les ai rencontrés. Et ils se demandent comment ils vont faire. Bon, je les comprends, mais il faut les accompagner, il faut les aider absolument. Et si on baisse les impôts, on aura les moyens d'aider les commerçants. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas. Non, mais après, je me dis, voilà, enfin, moi, quand je sors un peu d'argent de mon compte, j'ai du mal parfois à boucler la fin du mois. Donc, Vous voyez qu'il y a des excédents de 2,2 millions, entendez. il y a des excédents. Ah oui, mais il n'arrête pas de nous le dire, le maire. 2,2 millions € d'excédent, voilà, puisqu'on ne gère pas l'équilibre, on gère à l'excédent. Et vous y croyez? Ah, L'excédent. Vous avez dit tout à l'heure. je présume qu'il ne ment pas quand même. Non, c'est parce que tout à l'heure vous avez dit, je verrai, je découvrirai la mairie et en fonction de ce qu'on découvrira en mairie, on pourra mettre en place. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est en fonction des projets que nous avons. Et notamment l'état des lieux qu'on fera des voiries, parce qu'il y a un problème de voirie et de trottoir à Fourmi. Donc il faut prendre un état des lieux, on va faire un plan pluriannuel de rénovation, il faudra le chiffrer, et en fonction des différents projets, on adaptera la fiscalité. Voilà. Mais de toute façon, à la baisse. Voilà. Ok. Mais je pense que l'excédent qu'il nous annonce, c'est quand même réel. Oui, non, mais... Alors parlons tourisme. Vous souhaitez développer le tourisme à Fourmi, notamment au travers des étangs des Moines. Pourtant déjà des aménagements ont été faits aux étangs des Moines. Alors globalement, quel développement vous voulez faire, quels nouveaux aménagements vous voulez amener à ce site touristique? Quand vous regardez les étangs des Moines, y aller même le soir, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien. Il y a 4 lampadaires qui sont allumés et on peut même pas y aller, quoi. C'est pas balisé, il n'y a rien du tout. Ce qu'on veut faire, c'est aménager des zones humides, des zones d'observation pour la faune et la flore, créer d'autres activités sportives, de détente, aménager la plage, réaménager la digue, de façon, et c'est pas des infrastructures qui vont être coûteuses, c'est pas des travaux pharaoniques, c'est un aménagement pour que les Fourmisiens puissent en profiter et aussi attirer des populations extérieures. Il faut savoir que si les populations extérieures viennent, elles vont consommer aussi à Fourmi. C'est un cercle. Alors, on m'a dit aussi, on fait peur aux pêcheurs en disant ça y est, la pêche sera interdite. Mais pas du tout. La pêche sera toujours autorisée. D'ailleurs, le projet sera soumis aux Fourmisiens et aussi aux pêcheurs. Tout doit être fait en concertation. Il est hors de question d'aller s'opposer aux associations qui sont déjà présentes au sein des étangs des Moines. On sait, le camping, un mot sur le camping, qui théoriquement marche plutôt bien à Fourmi. Ah oui, mais il faut le valoriser justement. Mais ça, on travaillera avec la société Copalière de toute façon, puisqu'ils ont la concession jusqu'en 2017 actuellement. Donc il n'y a pas de problème. Comment on fait pour faire venir des gens On parle de tourisme. Moi, depuis des années, j'entends parler de tourisme. Comment on fait venir les gens à Fourmi ou en Tirage? Eh bien, il faut promouvoir, il faut faire des campagnes de promotion de la ville. Où ça? Comment? Par l'Office du tourisme. Eh bien, il faut la promouvoir dans les régions, dans d'autres régions. Il y a tout à fait moyen. Il faut avoir un site internet qui soit digne de ce nom. Des gens seront, entre guillemets, recrutés pour ça ou... Ah, bien évidemment. Mais c'est un investissement. Vous investissez. Vous prenez quelqu'un de qualité qui va vous développer ceci et ça va vous amener... C'est un investissement, c'est clair. Et vous aurez un retour sur investissement puisque les gens... Ça va amener des gens, ils vont consommer sur Fourmi. Les commerçants vont du coup payer des taxes automatiquement. C'est un cercle. Ok. Il faut lancer la machine. Tout à fait. Alors, on part sur la jeunesse. Alors, il est question dans... Sans jeu de mots. Oui, c'est vrai. Alors, il est question justement d'un passe permis de conduire pour les jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passe permis? Le passe permis. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens de passer le permis. Et ce que je veux faire, c'est qu'en échange d'un quota d'heures dans une association, la ville finance une partie du permis de conduire. Ça, enfin, je veux dire, il y a déjà des aides pour ça, des gens qui... Les aides se font dans le cadre de la mission locale. Mais c'est limité. Voilà. Nous, on veut le développer un peu plus. Parce que je me aperçois que beaucoup de jeunes n'ont pas le permis. Oui. Alors déjà qu'il n'y a pas de travail à Fourmi, s'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller en chercher ailleurs, c'est pas possible. Donc faut les aider. Alors, globalement, on fait comment? Alors, un jeune qui veut passer son permis, il fait quoi? Eh bien, il s'engagera à faire un quota d'heures que nous allons déterminer au sein d'une association. N'importe quelle association. Fourmisienne, bien évidemment. Et en échange de ceci, on financera une partie des heures pour le permis de conduire.
Et s'il y a beaucoup de prétendants, est-ce qu'on a chiffré un coût comme ça? Est-ce que j'aime bien parce que en fait on a plein de choses, mais enfin pas uniquement chez vous, mais on n'a aucun chiffre. Combien ça coûte, etc. Les fourmisiens, ça, enfin entre guillemets, on ne sait pas combien ça va coûter. Ben, ça, de toute façon, on va le calculer après et on fera un quota de toute façon. On va pas faire 1000 passes permis, bien évidemment. Hein. Il y aura un quota, il y aura une sélection ensuite, bien évidemment, avec des critères bien précis. Sous quelle bien forme évidemment. de sélection? Prioritaire, enfin des gens qui seront en priorité. Ben, il y aura des billes en fonction des revenus, du projet qu'ils ont, thématiquement, bien évidemment. Il y aura des critères, bien évidemment. D'accord. Ok. Bon, c'est une initiative en tout cas à souligner. Et pour les jeunes aussi, on veut aussi modifier la politique de logement, l'attribution de logement. À la rencontre des jeunes, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes veulent un petit peu voler leurs propres ailes et quitter la maison familiale. Et quand ils veulent un logement, on leur dit, ben non, malheureusement, il n'y en a pas pour vous, voire même, alors ça, je suis même effaré, on leur dit, ben faites des enfants, comme ça vous serez prioritaire. Moi, je trouve ça, mais absolument effarant, quoi. Faut faire des logements sociaux, construire des logements sociaux. Les logements sociaux que l'on construit, que déjà on les réserve aux fourmisiens. On les réserve aux fourmisiens avant de ramener les populations extérieures. Est-ce qu'il faut en créer d'autres? Je pense qu'il y en a déjà pas mal. Il y en a encore en construction actuellement. Et qu'on les réserve aux fourmisiens. Donc on n'accueille plus. Alors que globalement, la population fourmisienne, entre guillemets, baisse. On peut en recréer, mais il faut réserver les logements aux fourmisiens en priorité. Je vous dis pas qu'il ne faut pas en ramener de la population, si, mais il faut réserver les logements en priorité aux fourmisiens. Mais si vous faites revenir des gens et que vous ne pouvez pas les loger, c'est embêtant aussi. Ah non, mais attendez, on fait des logements, on refait des quartiers, on loge déjà les fourmisiens, il y aura de toute façon des logements encore vides, et là on peut les proposer à d'autres personnes, mais les fourmisiens en priorité. Mais ma question c'était aussi, est-ce qu'on doit aller chercher justement une population qui globalement a baissé? Est-ce qu'il faut remobiliser? Est-ce qu'il faut avoir comme ça une réflexion à se dire, bah voilà, il faut aller rechercher de la population, faire revenir de la population à Fourmi? Bah écoutez, avant de faire revenir la population, il faut déjà ramener du travail et faire travailler tous ceux qui sont déjà présents. Et seulement après on pourra faire venir, je pense. D'accord. La création d'un conseil municipal jeune. Oui. Alors qu'est-ce que c'est un conseil municipal jeune? Eh bien, les jeunes vont élire des représentants dans chaque quartier. Et donc, ils se réuniront en conseil et ils seront là pour dégager des idées fortes, des besoins chez eux. Et je tiens, moi, à y participer, justement, en tant que maire de la ville. Parce que vous êtes jeune. Ben, même pas ça, en fait. C'est juste une boutade. Il faut vraiment être au contact des jeunes. Je suis très régulièrement au contact des jeunes. Hein. Sincèrement, ils ont de bonnes idées. Sincèrement, c'est vrai, on a besoin de les écouter. Il faut les écouter. Quelle tranche d'âge, combien de personnes pour ce conseil, le financement de leurs idées? S'ils dégagent des idées, comment on fait pour les mettre en application? Les idées, ils vont nous les apporter, après on va les étudier de toute façon. Après ce sera revu en conseil municipal, lors des commissions de toute façon, ça, voilà. Mais ça va dégager des idées auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé, parce qu'on n'appréhende pas tous les problèmes. Eux, ils les vivent au quotidien, des choses que nous, on ne vit pas. Voilà. On peut imaginer justement un jeune qui pourrait participer au conseil municipal? Non, ce sera un conseil à part. Par contre, puisque moi, j'assisterai au conseil des jeunes, c'est moi ensuite qui ferai remonter l'information et on travaillera sur les idées qui nous seront données. Ok. D'accord, donc il est question aussi de la création d'un centre de loisirs, d'un cybercafé. Alors, toutes ces choses-là, on les finance comment? Comment ça se passe? Le cybercafé, c'est pareil. On veut soutenir la création. Ce serait un privé qui le ferait. C'est pas la ville. Hein. Voilà. Est-ce que ça marche encore, les cybercafés? Bah oui, quand même. C'est assez convivial. Les jeunes aiment bien. Si. Il faut retisser un petit peu du lien. Okay. Mais c'est pareil, ce serait un projet privé. Il faut soutenir. Il ne faut pas le faire. Non, bien sûr. D'accord. Et donc, pour revenir sur le centre de loisirs, qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Je vois que le foyer socioculturel ne suffit pas apparemment. Les jeunes veulent quelque chose, vraiment un centre de rencontre. Ils veulent pouvoir se rencontrer, discuter. Donc justement, avec ce conseil municipal jeune, on va essayer de dégager, de créer vraiment le centre qu'ils veulent. Voilà. Ils ont vraiment un besoin. Hein. Ils ont du mal un petit peu à s'exprimer, à savoir trop ce qu'ils veulent, mais je pense qu'en réunissant tous les jeunes, justement, des différents quartiers de Fourmi, on va pouvoir dégager une idée forte et créer quelque chose vraiment qu'ils veulent. Voilà. On parle justement de la jeunesse. Est-ce qu'on pourrait s'intéresser aux plus âgés? Vous pointez du doigt, la création d'une maison adaptée et sécurisée. Sécurisée, oui. Oui. Ça veut dire que celles qui sont en place ne sont pas adaptées ni sécurisées? Celle qui existe là, qui est rue Victor Delloux, j'y suis allé et je me suis aperçu qu'il y avait quand même 13 logements qui étaient vides.
Et en parlant avec les résidents, il semble que la qualité de la nourriture qui est distribuée soit en cause. Les gens apparemment ne veulent pas trop à cause de ce problème de qualité. Donc là, je reviens encore, je pense qu'il faut refaire la cuisine absolument dans cette résidence. La cuisine doit être faite sur place. Pourquoi recréer alors qu'il existe? Est-ce qu'il ne faut pas simplement améliorer ce qui existe, l'existe? Non. Les plats arrivent tout faits maintenant. La cuisine n'est plus utilisée là-bas. D'accord. Voilà. Mais Et les résidents, justement, le regrettent. Et depuis ce temps-là, les résidents quittent. Il y a 13 logements vides. Voilà. Mais ma question, c'était pourquoi recréer ce qui existe déjà? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement améliorer? Il faut l'améliorer, mais il en faut d'autres. Attendez, il y a des retraités, il y en a de plus en plus. Donc, de toute façon, il y aura un besoin grandissant de toute façon. Donc il faut penser à en recréer de toute façon. Une réflexion sur la désertification médicale? Oui. Alors là, il est en question de faire une maison... je perds le mot. Pluridisciplinaire. Voilà, pluridisciplinaire. Alors ça, c'est très bien. Le problème, c'est pas ça qui va vraiment ramener les médecins. Il faut aller les chercher ensuite, les médecins. Alors, on les aura de deux façons. Il faut déjà améliorer la qualité de vie, parce qu'il y aura toujours le conjoint. Il faut arriver à lui trouver du travail et améliorer la qualité de vie. Bon, si on va chercher des entreprises, théoriquement... Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais il y a ça. Et aussi, je pense qu'il faudrait peut-être s'intéresser au dispositif des praticiens territoriaux de médecine générale, ce qu'on appelle la PTMG. Oui, vous allez nous éclairer. Oui, en fait, c'est un système, c'est une convention qui est signée avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui garantit aux jeunes médecins un revenu mensuel de 3 640 €. Et d'ailleurs, le Nord-Pas-de-Calais n'a pas signé jusqu'à présent de convention. Et Marisol Touraine, la ministre, a d'ailleurs touché un petit peu, pointé du doigt la région, justement. Donc, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à ce dispositif pour attirer, justement, des jeunes médecins. C'est pas tout de faire une maison de santé, il faut aussi les attirer. J'aime bien parce qu'on parle de maison de santé, on parle de création, etc. On a beaucoup de mal déjà à subvenir à ce qui existe. L'hôpital de Fourmies, qui a perdu son dernier mammographe. C'est pareil, là-dessus, moi je vais soutenir, je veux garder l'hôpital. Il est hors de question que les Fourmisiens fassent 45 km pour aller se faire soigner à Maubeuge. C'est hors de question. Il faut savoir que l'hôpital de Fourmies draine aussi une population de la Thiérache, de l'Aisne. Donc il draine une telle population qu'il a vraiment une importance. Il est donc capital qu'on garde un système de santé de proximité et de qualité. Et je m'aperçois que le problème aussi de l'hôpital, c'est un problème de confiance entre les médecins généralistes et l'hôpital. Je pense qu'il faut recréer ce lien de confiance et il faut aussi aider à recruter des médecins de qualité pour l'hôpital. Mais il faut absolument le préserver et le développer. On en a vraiment besoin. Est-ce qu'il est fou d'imaginer que les villes d'Hirson, de Fourmies puissent s'unir une fois pour toutes pour créer un établissement de référence, et même Chimay, puisqu'on a déjà parlé de... On a gardé 3 hôpitaux qui vivotent, on va dire. Pourquoi on n'a jamais eu, entre guillemets, une volonté de créer un hôpital avec ces 3 entités? Je pense que c'est possible déjà. Je pense que chaque collectivité veut garder un petit peu son hôpital. Et là, le problème, je pense, c'est ça. Alors après, il y a une gestion commune. Bon, ça a été arrêté l'année dernière. Là, ça a été cassé par Alain Berthaud. Mais c'est ça, je pense que chaque collectivité voulait garder sa propre indépendance dans cette matière d'hôpital. Mais en tout cas, moi, je m'engage à préserver l'hôpital. Il faut absolument le garder. On a un super plateau technique, il faut le garder. D'accord, alors maintenant, comment comptez-vous venir en aide ou travailler en tout cas avec les associations fourmisiennes, il y en a plus d'une centaine. Est-ce qu'elles peuvent espérer des subventions supplémentaires? Alors là, c'est un domaine que je connais assez puisque je m'occupe moi-même de la SPA d'Hirson depuis 22 ans. Donc le monde associatif, je le connais bien. Je connais les problèmes qui sont financiers et humains et logistiques. D'ailleurs, déjà en tant que candidat, j'ai proposé de rencontrer chaque président ou présidente d'association justement pour connaître leurs besoins. Alors, d'une part, oui, il y aura certainement des subventions, mais en fonction du projet. Il faut qu'il y ait un projet derrière. Et on soutiendra logistiquement toutes les associations fourmisiennes, puisque c'est quand même eux qui font vivre quand même la ville, il ne faut pas l'oublier. Donc on va les soutenir, ça, comptez sur moi, parce que je sais ce que c'est que de gérer une association. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout, croyez-moi, on court toujours après les subventions, après les dons, je sais ce que c'est. Non, sincèrement, et ça, je vais les aider et vraiment les soutenir. Tout à fait. Alors, une autre question. Alors, en fait, Alain Berthaud a déclaré qu'il dit aux Fourmisiens qu'il ne peut pas décrocher la lune pour eux, voilà, il reste réaliste. Jean-Paul Lajeunesse également, dans ses différents tracts, reprend la même expression. Alors vous, Monsieur Hérault, est-ce que vous allez décrocher la lune pour les Fourmisiens ou pas?
Mais je vais tout faire pour, justement. Mais je vous dis, je suis un battant, moi. Moi, je me bats, je me bats, je me bats. Pour mon entreprise, je me bats depuis des années aussi. On l'avons déjà prouvé, nous sommes bien battus. Tout le monde sait que nous sommes des battants. Donc, je suis un battant et avec mon équipe, je vais me battre et j'y arriverai. Voilà. Et j'aurai une grande fierté à sortir Fourmi de ce marasme. Croyez-moi. Alors avant de justement de parler de ce premier tour en tout cas, une dernière question. Vous souhaitez amplifier le programme de réussite éducative financé à 100% par l'État. C'est marqué dans votre. Alors, comment on fait puisque déjà qu'est-ce que c'est que la réussite éducative moi j'ai noté que apparemment on ne peut recevoir ces aides que lorsqu'on est en zone d'éducation prioritaire ou la nouvelle appellation sera réseau éducation prioritaire. Mais je reviens toujours au même principe. Si avec les quartiers. Ben voilà, ça va nous amener beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut se battre pour ça. Mais c'est vraiment le cœur du problème en fait. Il faut vraiment, vraiment se battre pour l'obtention de ces quartiers prioritaires. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a longtemps que la ville aurait dû militer pour obtenir une zone franche. Voilà. Mais c'est vraiment le cœur du problème. Si on se bat pour ces quartiers prioritaires, on pourra sauver Fourmi. Et c'est pour ça que je me bats et je n'arrête pas de me déplacer, de passer des coups de fil, parce qu'il faut absolument détenir ces quartiers prioritaires. Mais vous verrez, on va les obtenir. On va les obtenir. J'en fais ma parole. J'allais dire là. Ah non, mais franchement, je me bats. Je vous assure, je suis un battant. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Voilà. Eh ben, ma dernière question, on va vite comprendre. Au soir du premier tour, Mickaël Hiro, est-il possible que Mickaël Hiro fusionne, arrive un moment avec une liste? Non. Vous verrez, nous arriverons en tête au premier tour. Et nous gagnerons au second tour. C'est optimiste, hein. Alain Berthaud, mais je suis optimiste. Et le réalisme? Mais attendez, il faut partir gagnant. Je pars gagnant, moi. Ok. Voilà. Là, Je fais confiance aux Fourmisiens. Ils veulent du changement. Je vais leur apporter de l'emploi, une meilleure qualité de vie. Ils ont confiance en moi. Ils ont raison d'avoir confiance en moi. Et moi, j'ai confiance en eux. Un dernier mot, si vous voulez conclure. Écoutez, pour conclure, j'espère qu'ils vont me faire confiance. Sincèrement, je l'espère. Parce que moi, j'ai confiance en eux. Sincèrement, je veux me battre pour Fourmi. Vous savez, c'est pas la fonction de maire qui m'intéresse, en fait. C'est pas ça. J'ai vraiment, vraiment envie de sortir Fourmi de ce marasme. Sincèrement, j'aurais une énorme fierté au bout de 6 ans, me dire, écoutez, j'ai fait un sacré travail. Allez, ça, franchement, croyez-moi. On pourrait vous retrouver pour un deuxième mandat? Vous seriez l'homme d'un mandat? Oh, je ne sais pas. Sincèrement, là, on va déjà s'occuper du premier mandat. C'est bien. On verra dans 6 ans. Merci beaucoup, Mickaël Hiro. Bien, merci. Merci Bonne à soirée. vous.